Hello, everybody. I would like to talk to you tonight about Germany's Bonsoir à tous. J'aimerais vous parler ce soir de la prochaine illégalité de l'Allemagne au regard de ses engagements internationaux. Ce dont je parle, c'est ceci. Comme l'a récemment déclaré le ministre allemand de la Défense, les Allemands envisagent la possibilité de rétablir la conscription en 2026. En 2011, l'Allemagne a mis fin à la conscription, le service militaire obligatoire pour la population masculine. Et depuis, le service dans la Bundeswehr, l'armée allemande, est volontaire. Mais cela, en soi, pas le plus gros problème. Ceci fait bien sûr partie de toute la remilitarisation et du fanatisme européen actuel, autour du besoin de plus d'armes, de plus de puissance militaire, de plus de puissance de feu et de plus de capacité. Car ils ont très peur depuis que les États-Unis tournent en quelque sorte le dos au projet ukrainien. Ils en sont très mécontents. Et désormais, ce discours sur les vulnérabilités est utilisé par les va-t-en-guerre et par la machine de guerre afin de modifier des politiques qui étaient autrefois pratiquement gravées dans le marbre. Ce dont je parle ici n'est pas tant la question de la conscription, mais ce que ces personnes prévoient déjà sans s'en rendre compte, à savoir une violation claire des accords internationaux de l'Allemagne, en particulier des accords qu'elle avait avec l'Union soviétique et son État successeur, la Russie. Ce qui m'inquiète le plus ici, c'est cette partie où M. Pistorius, le ministre de la Défense, affirme que l'Allemagne doit être capable de mobiliser une force totale de 460 000 soldats et réservistes. Tout d'abord, vous remarquerez que cette force reste nettement inférieure à ce que nous savons que la Russie possède sous les armes ou a pu mobiliser au cours des dernières années. Mais tout de même, il ne s'agit ici que d'un seul des pays de l'OTAN. Et l'on voit comment les Allemands se considèrent comme faisant partie d'une force de frappe intégrée de l'OTAN, ou du moins européenne. Le problème, cependant, c'est que ce chiffre est simplement présenté comme s'il allait devenir le nouvel objectif, sans poser de difficultés. Et juste pour que vous le sachiez, j'ai essayé de consulter différents médias, et j'ai également trouvé un média allemand, T-Online, qui parle du même chiffre. Donc, ce chiffre n'est pas seulement une invention de Russia Today. C'est probablement ce que les Allemands prévoient quelque part en coulisses. Maintenant, pourquoi 460 000 pose-t-il problème? C'est un problème parce qu'il existe un traité international, le soi-disant traité sur le règlement définitif concernant l'Allemagne. On l'appelle aussi le traité 2+4, parce qu'il a été négocié entre les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France, et les deux Allemagnes de l'époque. Tu te souviens, n'est-ce pas? En 1989-90, il y avait deux Allemagnes. Il y avait la République fédérale, et puis il y avait la République démocratique allemande, la RDA. Et ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que la RDA a été entièrement absorbée par la République fédérale. La RDA a cessé d'exister. Mais sur le chemin de cet événement, qui devrait vraiment être appelé une absorption, mais que nous appelons aujourd'hui la réunification, je rejette ce terme parce que ce n'était pas une réunification. C'était une absorption. C'était la fin de la RDA. Et la RDA aussi, légalement, en droit international, a cessé d'être un sujet de droit international parce qu'elle s'est dissoute. La continuité, bien sûr, c'est la République fédérale. Mais c'est un autre sujet. Ce qui importe, c'est qu'il y a eu ces négociations. Et fondamentalement, ce document, le traité légal, le cadre juridique, a mis fin, une bonne fois pour toutes, à apporter une paix définitive, une fin définitive à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, les combats eux-mêmes, se sont arrêtés en 1945. Ensuite, il y a eu des accords de toutes parts. Puis il y a eu deux Allemagnes. Et ensuite, il y a eu un accord européen de facto. Dans le contexte de la guerre froide, il y avait le rideau de fer. Et il y avait une ligne de contact dure entre l'Allemagne de l'Est
et l'Allemagne de l'Ouest. Il y avait bien sûr toujours la question controversée de Berlin, Berlin-Ouest, faisant partie de la République fédérale tout en étant entièrement enclavé dans la République démocratique allemande. Je veux dire, toute cette histoire problématique existait parce qu'il n'y avait jamais eu de règlement global accepté concernant la situation européenne. Ce règlement a dû attendre jusqu'en 1990, et le voici. Le traité sur le règlement définitif concernant l'Allemagne. Vous pouvez le télécharger, il existe en anglais, et si vous le lisez, vous verrez que c'est le document qui précisait dans quelles conditions les deux Allemagnes seraient autorisées à s'unifier, ou dans quelles conditions la République fédérale serait autorisée à absorber la République démocratique allemande. Je dois dire que c'est aussi quelque chose que la République démocratique allemande souhaitait. Il s'agissait de négociations à six qui se sont finalement conclues par la signature de toutes les parties. Mais c'est très important. Ce sont les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale qui ont approuvé cela. Et si vous allez à la page numéro 3, l'article 3, lisons d'abord le deuxième paragraphe, car il est assez important. Ce deuxième paragraphe précise ce que l'Allemagne est autorisée à avoir en termes de forces de défense. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, dit le deuxième paragraphe, a fait la déclaration suivante. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'engage à réduire l'effectif du personnel des forces armées de l'Allemagne unifiée à 370 000 personnes. Dans le cadre de ce plafond global, pas plus de 345 000 appartiendront aux forces terrestres et aériennes. Et puis, il est dit que la République démocratique allemande s'est expressément associée à cette déclaration. Ce qui signifie que les deux Allemagnes étaient d'accord pour dire que c'est la force maximale qu'une Allemagne unifiée devrait avoir. Et les quatre autres gouvernements, ils ont pris note de ces déclarations. Donc, c'est ce qui se rapproche le plus d'un accord de traité sur la taille des forces en Allemagne. Et le fait que Pistorius, dans cette dernière déclaration, passe simplement outre, il n'évoque même pas cette obligation issue du traité que les Allemands ont, et augmente simplement ce chiffre bien au-dessus de cette limite, n'est-ce pas? 460 000. Cela fait environ 90 000 soldats, 90 000 personnes, de plus que ce qu'ils avaient promis dans le traité. Ainsi, les Allemands sont en train de rompre un autre de leurs accords de traité, notamment avec l'Union soviétique. Bien que je doive dire que ce document a également été très important pour obtenir le soutien de Margaret Thatcher et du gouvernement britannique. Les Britanniques, dans les années 1990, ne faisaient pas confiance aux Allemands de l'Ouest, pas du tout. À l'époque, il subsistait encore de la méfiance. Et ce traité, ainsi que cet accord sur ce à quoi ressemblerait un futur État allemand unifié, était très important pour toutes les puissances victorieuses. Aujourd'hui, bien sûr, 35 ans plus tard, nous vivons dans un monde différent. Et l'ennemi principal des Européens, il semble, est de nouveau la Russie. Mais il s'agit aussi d'une promesse faite aux Russes, à l'Union soviétique. Et la Russie est l'État successeur légal de l'Union soviétique. Ce serait donc une promesse de plus rompue. Malheureusement, je n'ai aucun espoir que ce bout de papier ait la moindre force, quelle qu'elle soit. Avant tout, parce qu'elle a déjà été rompue auparavant. Si l'on regarde le premier paragraphe de l'article 3, par exemple, ce paragraphe promet aussi quelque chose de très clair. Vous savez, aussi clair que possible. Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande réaffirment leur renoncement à la fabrication, à la possession et au contrôle des armes nucléaires, biologiques et chimiques. Ils déclarent que l'Allemagne unifiée respectera également ses engagements. Une Allemagne unifiée, dit cet article, promet qu'elle ne fabriquera
ni ne possédera jamais d'armes nucléaires. Vous savez, le triste fait est que l'Allemagne est déjà actuellement le lieu de stationnement d'au moins 20 armes nucléaires américaines. Il pourrait même y en avoir plus, parce que vous savez ce que les Européens de l'Ouest ont fait, surtout dans les années 1990, c'est cette foutue plaisanterie qu'ils appellent le partage nucléaire. L'OTAN pratique le partage nucléaire. Et comme les armes nucléaires sont partagées avec l'Allemagne, mais restent sous possession et administration américaine, l'Allemagne ne les possède pas. L'Allemagne n'en a pas la possession. Ainsi, selon l'argument, cette promesse n'a jamais été rompue. Mais c'est bien sûr une foutue plaisanterie. Tout l'objectif de cet article était de s'assurer qu'il n'y aurait pas d'armes nucléaires dans l'Allemagne réunifiée et que ces armes ne pourraient pas constituer une menace pour, à l'époque, l'Union soviétique et aujourd'hui la Russie. Et cette promesse a été rompue aussi rapidement qu'elle a été faite. Et vous savez, on utilise un juridisme, n'est-ce pas? On utilise le juridisme du partage nucléaire. Nous avons simplement partagé les armes nucléaires. Les Allemands ne les possèdent pas. Et l'Occident excelle dans ce domaine. Donc je n'ai absolument aucun doute que pour la deuxième partie aussi, concernant cette promesse des 370 000, les juristes internationaux allemands trouveront très vite et très facilement une raison en disant « Oh, ce n'était pas une vraie promesse. C'était juste un objectif chiffré. Nous n'avons jamais dit que nous le maintiendrions. Nous avons dit que nous le réduirions, mais nous n'avons pas dit que nous le maintiendrions. Ce sont les Russes qui ont rompu leurs accords. » Les Russes ont violé l'accord de Budapest. Par conséquent, nous sommes justifiés d'ajuster nos engagements en matière de traité. Ce genre de choses. Il est vraiment facile pour n'importe quel parti qui souhaite se soustraire à un accord écrit, à un traité écrit, de le faire en invoquant des arguments juridiques fantômes. Mais le fait demeure, et ceci, pour moi, est encore un autre exemple de la violation par l'Allemagne d'une de ses obligations envers les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, cette fois-ci, de manière particulièrement flagrante envers la Russie, qui à ce stade serait la plus concernée par cette promesse. Ces 370 000, ce plafond a bien sûr été instauré parce que c'est ce que l'on considérait nécessaire pour que l'Allemagne puisse se défendre sur son propre sol. Et aussi, en gardant à l'esprit que dans les années 930, l'Allemagne avait commencé à violer ses obligations issues du traité de Versailles et à se réarmer massivement, créant une Wehrmacht bien plus importante, l'armée de l'époque, qui a ensuite envahi, pillé et dévasté de vastes régions d'Europe, n'est-ce pas? Donc, les personnes qui étaient au pouvoir à l'époque, notamment au Royaume-Uni, le gouvernement Thatcher, s'en souvenaient. Elles se souvenaient des bombardements aériens, des raids allemands sur Londres, n'est-ce pas? Et elle s'est méfiée des Allemands depuis lors. Et elle voulait s'assurer, tout comme d'autres, que les Allemands ne possèdent plus jamais les moyens de saccager, piller et ravager le continent européen. Mais aujourd'hui, Pistorius et le reste de l'appareil de défense allemand, et tout comme aux États-Unis, on devrait désormais les appeler l'appareil d'offensive, travaillent activement à rompre cette promesse également. Malheureusement, ce n'est qu'un autre domino qui tombe, non seulement dans le réarmement du continent européen, mais aussi dans la remilitarisation et la montée des tambours de guerre, les tambours d'encore plus de guerre. Je veux dire, ce n'est pas suffisant. Pour certaines personnes, il ne suffit pas que nous ayons une guerre horrible en Ukraine, où l'OTAN occidentale est prête à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Certains veulent déjà préparer l'étape suivante, dans 5, 6, 10 ans, quand ils voudront se battre jusqu'au dernier Allemand, jusqu'au dernier Suédois, jusqu'au dernier Danois.
peut-être jusqu'au dernier Français, vous savez, afin de réaliser leur fantasme d'une Russie brisée. Ce qui est un rêve européen, un fantasme européen, depuis au moins 200 ans, 150 ans environ, n'est-ce pas? Je veux dire, Napoléon a essayé et a échoué. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, le Reich, a essayé et a échoué. Hitler a essayé et a échoué. Donc pour moi, c'est juste une autre période où des préparatifs sont en cours et qui, s'ils tournent mal, plongeront à nouveau l'Europe dans une guerre majeure, une guerre générale. Et si les Russes disent alors que cela n'est pas acceptable, ce qui est vrai, ils seront accusés de pratiquer la politique du deux poids, deux mesures, et bien sûr de disposer eux-mêmes d'une force militaire bien plus importante. Ce qui est vrai, ils ont une force militaire bien plus grande, mais ils sont autorisés à l'avoir selon le droit international. L'Allemagne a signé un document disant « Très bien, si je peux redevenir un État unifié, alors je vous promets que je n'aurai pas plus de 370. Vous êtes unifié, puis vous obtenez l'arme nucléaire, et vous augmentez vos effectifs au-delà de 370. Ou du moins, vous visez à le faire. Ce qui est bien sûr, vous savez, les relations internationales, ce sont des bouts de papier, mais ces bouts de papier ont du sens, parce qu'ils représentent les intentions des personnes, des responsables politiques qui les ont signés. Et si ces intentions sont rompues, ou si ces promesses sont brisées, cela crée de la méfiance, ce qui à nouveau, de l'autre côté, crée l'incitation à se militariser davantage et à se sécuriser autrement. Et la spirale militaire, la spirale de l'escalade, tourne et tourne encore. Et les Allemands sont passés maîtres dans l'art de rejeter la faute sur les autres pour leurs propres erreurs. Si vous en doutez, regardez simplement qui ils accusent en ce moment pour le génocide actuel qui se déroule en Israël, n'est-ce pas? Tout le monde est coupable, surtout les Arabes, sauf eux-mêmes pour leur génocide contre les Juifs. Donc, sur cette note un peu triste, je voulais attirer votre attention là-dessus, parce que c'est encore un de ces petits éléments, ces petits morceaux de l'histoire qui finissent par s'additionner et provoquer de grandes catastrophes à l'avenir. L'Allemagne, arrêtez. 370, c'est ce que vous avez promis. Jamais, au grand jamais, plus de 370 000. Alors tenez parole, vous l'avez promis. Vous devez respecter vos engagements. Ne cherchez pas d'excuses. Et merci beaucoup à tous. And thank you very much, everybody.